Bonjour à tous. Un grave incendie vient de consumer près de 300 boutiques au marché Congo à Douala. Ces chiffres non officiels sont des commerçants. Ils illustrent des pertes matérielles énormes dans un espace marchand où le spectre des incendies plane à tout moment. La propagation et l'intensité des flammes soulèvent la difficulté des sapeurs-pompiers à accéder à un marché encombré, là où plusieurs boutiques ont été installées sur des bouches d'incendie. Ce drame survient au moment où le Cameroun et les autres pays d'Afrique centrale sont dans une zone économique malade, sous perfusion du FMI. C'est le constat que fait le président de l'Union des patronats d'Afrique centrale. Dans la presse, Célestin Tawamba tire la sonnette d'alarme sur la pénurie des devises et son impact sur les entreprises qui peinent à importer équipements, intrants et matières premières. En pleine crise des devises dans la zone Afrique centrale, les propos du président ivoirien suscitent une vague de réactions sur le continent africain, notamment son soutien au maintien du franc CFA en Afrique subsaharienne, alors que Alassane Dramane Ouattara estime que le franc CFA est une monnaie de stabilisation économique. Le président de la commission de la CEMAC pense qu'il faut ouvrir un débat sur les avantages et les inconvénients du franc CFA, une occasion d'évaluer la coopération monétaire entre la France et une quinzaine de pays africains. Le franc CFA est-il un frein ou un accélérateur pour le développement socio-économique de l'Afrique? La création d'une nouvelle monnaie est-elle la seule garantie pour relancer la croissance économique? Rien n'est moins sûr dans un pays où se multiplient les arrestations arbitraires, les détentions abusives, les violentes répressions des manifestations publiques et l'usage excessif de la force publique. Cette peinture sombre est dessinée dans les colonnes du quotidien Le Jour et Le Messager. Ces journaux déplorent les dérives dictatoriales du régime de Yaoundé, un avis que ne partage pas la Cour suprême. Selon Cameroun Tribune, le premier président de cette institution a mis en garde les Camerounais qui tendent de plus en plus à se mettre en marge de la loi s'agissant des expressions des libertés publiques. En clair, le premier président de la Cour suprême condamne les démesures des forces de l'opposition au Cameroun. Cependant, Mutation constate qu'il a ignoré les abus des autorités administratives. Pour ce journal, le premier président de la Cour suprême, a manqué d'impartialité dans son jugement face à cette crispation politique que peuvent l'opposition et la société civile pour protéger les derniers remparts de la démocratie au Cameroun. À l'heure où le pays est confronté à des crises multiples, une autre affaire vient secouer le sommet de l'État. Le magazine Jeune Afrique a présenté la première dame du Cameroun comme la présidente de la République afin d'illustrer son influence grandissante dans les cercles de décision, à tel point que ses proches sont promus au sommet de l'État et ceux qui osent lui tenir tête subissent ses foudres, à en croire le journal Jeune Afrique. Cette enquête de ce journal panafricain sur la première dame du Cameroun a provoqué une levée de boucliers dans certains journaux camerounais. Repère accuse Jeune Afrique de propager des ragots. Des pontes du RDPC multiplient les tribunes dans les colonnes de Cameroun Tribune pour tenter de démonter pièce par pièce les allégations sur l'influence politique de Chantal Biya. Après un tollé de réactions, la première dame elle-même a réagi à travers un tweet dans lequel elle invite tous ceux qui la soutiennent à rester motivés et engagés dans les actions humanitaires et sociales. Quel est le rôle de la première dame dans l'architecture institutionnelle du Cameroun? Quel peut être son degré d'influence? A-t-elle des ambitions présidentielles? Ces questions constituent l'ossature de l'émission Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts de haut vol conviés sous ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois Martin Ambazine. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les spectateurs de Equinox Télévision. Je suis très ravi d'être parmi vous. J'espère pouvoir
donner le meilleur de moi-même par rapport au sujet que nous allons évoquer. Je précise que vous êtes spécialiste des questions économiques et financières. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, le professeur Pierre Alaka Alaka. Bonjour. Bonjour Cédric de Félé, merci de m'avoir associé à votre émission. Et avec votre permission, je veux dire un bonjour particulier aux téléspectateurs de Bakwa qui sont en train de suivre cette émission. Vous êtes expert en fiscalité, vous avez produit plusieurs ouvrages sur la fiscalité en Afrique et les questions de développement socio-économique. Vous êtes également enseignant de plusieurs universités au Cameroun et en Afrique centrale. C'est exact. Également présent ce dimanche sur ce plateau avec nous, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Monsieur Lefele. Éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant pour l'émission Droit de Réponse. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le quatrième panéliste ce dimanche qui est ici avec nous, expert comptable, président de la section RDPC dans le CAM Sud-Est. Merci d'être avec nous, Samuel Motte. Bonjour. Merci Cédric pour l'invitation qui m'a été faite. J'annonce également sur ce plateau un avocat qui est également conseiller juridique du SDF, Maître Lavoisier Sapi. Mesdames, messieurs, j'aimerais avec vous déjà réagir sur ce grave incendie survenu au marché Congo. Toute la nuit, le marché a brûlé, près de 300 boutiques selon des chiffres non officiels. Le spectre des incendies qui plane toujours dans les espaces marchands au Cameroun. Avec vous, Samuel Motte, quel est votre regard? Oh, beaucoup plus d'un regard de compassion et beaucoup de réconfort pour des gens qui ont certainement perdu beaucoup de matériel. Dieu merci, je pense qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais ça demande également qu'il y ait un certain nombre de protections lorsqu'on engage une activité comme celle-là, dont dépend un certain nombre de personnes. Parce que vous imaginez bien qu'une boutique qui brûle pour bien chef de famille, c'est en fait la chef de famille qui est mise en émoi. Mais également, je pense aussi qu'il faut savoir se protéger dans ce genre de conditions. Les gens très souvent ont pensé, peut-être parce que le système d'assurance ne fonctionne pas parfaitement au Cameroun, les gens ont tendance très souvent à se laisser aller dans ce genre d'activité. Je pense qu'il faut prendre très souvent des couvertures en matière de sécurité auprès des assurances, de telle manière que lorsqu'il y a un drame comme ça qui survient, que la solidarité nationale puisse agir, parce que c'est un élément de solidarité, l'assurance. Alors, les premières images de cet incendie, des images exclusives, ont été diffusées sur Equinox Télévision dimanche matin, alors que les flammes n'étaient pas encore circonscrites, malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Avec vous, Martin Ambazine, sur cette question concernant les incendies qui se multiplient dans les espaces marchands à Douala. Aujourd'hui encore, le marché Congo, près de 300 boutiques selon des chiffres non officiels, et cette difficulté des sapeurs-pompiers à intervenir dans un tel espace marchand. Quelle est votre perception de la situation dans les espaces marchands au Cameroun? Je pense qu'il est beaucoup plus question de proximité et de promiscuité. En fait, je pense que ce serait beaucoup plus une question d'organisation dans ces marchés-là où les uns les autres se marchent pratiquement dessus. Et je pense qu'il faut penser, il faut une autre pensée de l'organisation des marchés au Cameroun. Vous savez très bien que ce problème s'est produit tout récemment au marché de Bonamou-Moussadi. Et on se rend compte bien évidemment que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Je pleure beaucoup plus les petits commerçants, ces petits commerçants, la petite PME, la très petite entreprise, l'artisanat, qui certainement a pris des engagements auprès des structures de microfinance en général. Et je vois déjà, suivez mon regard, la pénibilité et les difficultés que les banques, les microfinances auront à pouvoir faire le recouvrement de l'ensemble de ces opérateurs économiques, certainement, qui sont largement engagés. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment attraper le taureau par les cornes, organiser au mieux ces marchés-là. Mais je plains beaucoup plus tous ceux qui ont eu à financer ces activités-là, qui sont le creuset même de notre économie. Et une fois que ce genre de choses arrivent, véritablement, ça aura des impacts hyper négatifs pour les populations concernées. Vous soulevez la question de la modernisation des espaces marchands à Douala. Professeur Pierre Alaka, vous avez observé ces problèmes liés aux incendies qui se multiplient dans les espaces marchands dans la ville de Douala aujourd'hui. C'est encore le marché Congo avec plusieurs centaines de boutiques parties en fumée.
on évalue déjà d'ici, en attendant le bilan officiel, des pertes matérielles énormes pour ces commerçants, et pourtant la situation n'est pas résolue. Chaque année, il y a toujours ce spectre des incendies qui refait surface. Effectivement, parce qu'il y a un double problème. Le premier problème, c'est le problème d'urbanisation de nos marchés. Il n'y a pas de voies qui permettent toute intervention. Et l'absence d'intervention constitue justement le deuxième problème. Et quand bien même les sapeurs-pompiers seraient là, il est très difficile d'avoir accès au pôle de feu de manière aisée. Étant entendu que les espaces qui permettent la circulation, notamment au marché Congo, pour parler de lui, sont si étroits qu'il est difficile, même à 3 personnes, de se rencontrer au même moment. Il y a donc là un problème qu'il faut regarder de la part de ceux qui gèrent la communauté urbaine, pour que les marchés, quitte à en diminuer les boutiques, entre guillemets, pour laisser des espaces ouverts susceptibles d'empêcher cette promiscuité qui a été évoquée ici. Et moi, les incendies me posent un second problème. Ce n'est pas seulement les boutiques qu'on perd, mais on perd également la matière fiscale. C'est-à-dire que l'État perd des impôts. Parce que toutes ces personnes qui se sont endettées, qui sont économiquement amoindries, qui ne peuvent plus développer leurs activités, et donc qui ne peuvent plus déclarer de chiffre d'affaires et payer des impôts, eh bien l'État, c'est l'État qui perd. Il revient donc à l'État de prendre des dispositions pour préserver la pension fiscale. Si l'État ne prend pas des dispositions, ça veut dire que l'État ne peut pas recouvrer ce qu'il ne peut pas protéger. Et la preuve est là, c'est l'État qui perd. Et dans cette perspective concernant la mobilisation des recettes fiscales, il y a l'épineuse question et difficultés que rencontrent des entreprises camerounaises et également en Afrique centrale. Le président du GICAM, président de l'Union patronale en Afrique centrale, a évoqué ce problème relatif à la crise des devises en Afrique centrale. Avec vous, Edmond Kambia, ce problème qui se pose, et cette fois-ci, c'est le secteur privé qui l'a évoqué au grand jour. Les devises se font rares en Afrique centrale, une zone économiquement malade, sous perfusion du FMI. C'est le constat que fait Célestin Tawamba. Quelle est votre analyse à ce sujet? D'abord, il faut dire que c'est un constat réel qui est fait par une personne qui a autorité pour en parler, parce qu'il est à la tête d'une structure, d'un regroupement patronal qui gère un ensemble de personnalités à travers le GICAM, lesquelles ont des entreprises, lesquelles ont des entreprises qui emploient des milliers de personnes. Et depuis un certain nombre d'années, pour situer seulement à l'année 2016 par rapport à la crise anglophone, on voit les bilans qui sont régulièrement publiés par le GICAM sur les pertes énormes que le Cameroun peut, n'est-ce pas, dresser en termes de centaines de milliards de pertes, parce qu'on n'arrive pas à résoudre un problème lié à une tension sociale énorme, un problème lié au vivre ensemble, pour ne citer que le cas lié à la crise anglophone. La question des devises est d'autant importante que cela préoccupe non seulement le Cameroun, mais l'ensemble de la sous-région, la CEMAC. Et on sait le rôle que joue le Cameroun dans le cadre de la CEMAC, comme le poumon économique. Même si le Cameroun n'a pas toujours voulu jouer avec efficacité ce rôle, d'une manière générale, cette structure, le GICAM qui en parle, montre qu'il y a une volonté réelle de faire mieux. Malheureusement, il y a des goulots d'étranglement qui empêchent, n'est-ce pas, de parvenir à régler un certain nombre de situations, parmi lesquelles cette question de la crise des devises. Et il faut trouver une solution. Et l'État doit participer à la résolution de cette question. Alors, pour comprendre davantage ce problème avec vous, professeur Pierre Alaka, la crise des devises, c'est quoi concrètement? Pourquoi ça impacte autant sur les entreprises? Mais vous savez, je crois qu'on reparlera de cette question. Lorsqu'on parle de devises, on parle en réalité d'une monnaie qui a cours légal sur le plan international et qui est convertible au marché des devises. Donc, lorsqu'il y a crise des devises, ça veut dire qu'en réalité, l'économie ne marche pas. Pour résumer ça comme ça. Et si l'économie ne marche pas, il n'y a donc pas circulation monétaire. Il n'y a pas, les flux financiers ne sont pas suffisamment cernés pour pouvoir doper l'économie et amener ceux qui
ont des transactions à l'extérieur, de pouvoir les régulariser et aussi de pouvoir les booster, si on peut me permettre ça. Donc, monsieur le président du JICAM est mieux indiqué. Moi, je parle des chiffres. Vous savez, les problèmes des chiffres dans notre pays, certainement seuls les gens au pouvoir ont les chiffres parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Mais nous ne pouvons parler que sur le plan théorique. Ce n'est que sur le plan théorique que nous pouvons donner notre analyse et pour en tirer la substantifique moelle. En réalité, un État comme le Cameroun, une zone comme la CEMAC, quoi qu'elle fasse, compte tenu de l'absence de monnaie que cette zone économique connaît, eh bien, en tout temps, cette zone économique aura toujours des difficultés de devises, aura toujours des problèmes de devises. Et de la sorte, les échanges sur le plan international, les flux financiers croisés se poseront toujours en termes graves. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il revient donc à l'État, c'est-à-dire qu'en pas en sous-marin, mais dans la plénitude de ses compétences, il revient à l'État de régler ce problème. Et je crois que c'est pour ça que l'alarme a été lancée par la voie la plus autorisée. Alors, une zone économique malade, sous perfusion financière, ce sont les propos de Célestin Tawamba, président de l'Union des patrons d'Afrique centrale, qui tire la sonnette d'alarme sur la pénurie des devises. Martin Ombazing, ce problème des devises a amené l'Afrique centrale à être placée sous programme de redressement économique avec le FMI. Environ 4 pays sur 6 sont en train de suivre ces programmes avec le FMI, mais le problème demeure, cette crise des devises qui impacte sur l'entreprise. Comment expliquer cette situation, selon vous? En réalité, le problème des devises ou la carence des devises réside dans le fait que notre balance commerciale continue à être déficitaire, mais de façon, cette fois-ci, durable. De manière structurelle, nous avons toujours eu un déficit de notre balance commerciale, c'est-à-dire ce que nous vendons justement à l'étranger, qui nous permet d'avoir des devises. Ce rapport-là ne fait que s'amenuiser, c'est-à-dire que cette balance, ce différentiel entre ce que nous vendons et ce que nous achetons fait que ce que nous avons comme devise à l'étranger s'amenuise au jour le jour. Et donc, pour qu'un opérateur économique qui est au Cameroun puisse travailler avec un fournisseur qui n'est pas au Cameroun, pour dire simplement des choses, il faudrait bien qu'il paye. Il paye pas en francs CFA. Donc si maintenant notre compte qui est censé avoir la réserve de devises nécessaire pour faire face à cela n'est pas assez alimenté, justement, le problème va se poser. C'est-à-dire que, et c'est un problème qui est très grave, comme disait le professeur Alaka, ça veut dire que nos économies manquent véritablement de vitalité, parce qu'il est anormal que les entreprises qui sont au Cameroun, qui ont de la liquidité, hein, c'est-à-dire que c'est pas un problème, le problème c'est pas l'entreprise qui est au Cameroun. Je dois régler mon fournisseur de gaz, je dois payer en euros, en dollars. Malheureusement, j'ai du franc CFA, mais je ne peux pas payer en dollars ou en euros parce qu'il n'y a pas assez de disponibilité là-bas. D'où le problème qui se pose derrière est celui de nos politiques économiques et monétaires, notre banque centrale. Est-ce que sa stratégie, elle est vraiment celle-là qui consiste à faire que nous soyons dans une phase, dans un train dynamique pour pouvoir faire face à nos échanges, dont le problème reste entier, et ce problème-là ne va pas se résoudre demain parce que les cours de nos matières premières, parce que vous savez que nos devises sont essentiellement obtenues parce qu'on a pu vendre à l'étranger. Alors, si les cours des matières premières baissent, forcément, le compte en devises des États de cette zone ou du Cameroun va également baisser. D'où cette difficulté continue à être sur le terrain. Vous avez évoqué la question de la politique monétaire. Avec vous, Samuel Motte, est-ce que vous avez le même regard sur ce problème des devises qui impactent sur les entreprises et qui, vous avez suivi les précédents panélistes, ils font un lien direct avec la politique monétaire et ce franc CFA qui ne permet pas de pouvoir opérer ou effectuer des opérations commerciales à l'extérieur?
J'ai du mal à vous répondre parce que là, vous parlez à la fois de la pénurie de devises, vous enjambez sur le CFA, ça va être difficile de répondre dans ces conditions-là. Il y a un constat qui est établi aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de devises. C'est ce qui venait de faire remarquer, c'est d'ailleurs ce que vous avez dit également. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur la démarche ou alors sur la méthode. Les causes de Non, sur les causes, effectivement. C'est sur ce plan-là que je pourrais essentiellement intervenir. Parce que j'ai regardé avec beaucoup d'attention cette communication du GICAM. Je me suis posé un certain nombre de questions. Tout à l'heure, Edmond Kamgadi, ça a été confirmé par d'autres panélistes, ça a été prononcé par la bouche la plus autorisée. Très bien. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on met un débat aussi sensible sur la place publique? Parce que les conséquences qui peuvent en découler, je ne suis pas sûr que le président du camp peut les assumer. Le constat, il est réel, que nous n'avons pas suffisamment de devises. Maintenant, quand il dit effectivement, parce que là, je voudrais également, l'autre question, il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'État, il s'adresse aux membres du GICAM, ou il s'adresse à lui en tant qu'entrepreneur. Parce que lorsqu'il cite effectivement ce point de carence de devises, la carence de devises, elle est liée effectivement au fait que nous n'avons pas un tissu économique concurrent à l'extérieur qui nous permet de ramener des devises. Si nous sommes d'accord sur ce constat-là, après maintenant on peut discuter. Si nous avons un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui étaient capables d'aller conquérir le marché du Nigeria, on aurait suffisamment du Naira. Si on avait un tissu économique qui nous permettait d'aller conquérir le marché chinois, on aurait suffisamment de yuan. Si on avait des produits également qu'on vendait aux Allemands, aux Anglais, aux Européens de manière générale, on aurait suffisamment des euros. Pour vous, la responsabilité, c'est du côté des entreprises? C'est une responsabilité collective parce qu'effectivement, quand j'entends le président du GICAM parler, et très souvent chez nous, on a tout ramené au gouvernement. Je voudrais ne pas citer là pourquoi on ne m'étiquette pas et qu'on refuse de m'écouter par la suite. C'est un problème collectif qui fait que très souvent, nos entrepreneurs ont pensé qu'il était plus important de conquérir le marché local que de se projeter vers l'extérieur. Et la faiblesse, elle découle de là. Et très souvent, nous avons eu cette chance-là que la vente des produits de matières premières nous ont apporté suffisamment de devises. Il faut, parce que quand là également il dit qu'il faut qu'on réfléchisse le modèle économique, il faut que nos entrepreneurs, que nos capitaines d'industrie puissent réfléchir autrement que penser à aller vendre à Bafoussam, à Garoua et à Bamenda. Le marché extérieur, il est important. Et vous avez enjambé, mais je souhaiterais qu'on discute de ça après, vous avez enjambé sur le franc CFA. J'ai tendance à vous dire, mais je m'arrêterai uniquement là, heureusement qu'on a ce franc CFA, parce que quand je dis est-ce qu'il était de sa responsabilité de mettre ce genre de polémique sur la place publique, la conséquence, elle est immédiate. Lorsque vous êtes en cours de devise, qu'est-ce qui s'annonce à vous? C'est une dévaluation, même si on n'est pas prononcé de manière officielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie d'avoir des dollars, je m'en vais voir au mieux offrant. Et très souvent, comme on sait que je suis demandeur, même cette parité-là, sur laquelle j'entends un certain nombre de personnes prier aujourd'hui, la fixité de la parité entre le franc CFA et l'euro, elle ne tiendrait plus. Parce que si nous sommes 50 à demander les dollars, on ne va pas nous le vendre à la parité fixe. On va nous dire, voilà quelqu'un qui est nécessité sur le marché, en plus ils sont très nombreux, on va essayer de monter les enchères. Et donc, ce genre de polémique, très souvent, je pense effectivement qu'on peut les gérer différemment. La situation économique du Cameroun, avec vous, Maître Lavoisier-Sapi, vous venez de suivre l'analyse que fait Samuel Motte sur les responsabilités des entreprises camerounaises sur la crise des devises qui est observée au Cameroun. Elles ne sont pas assez ambitieuses d'aller vers l'extérieur conquérir des parts de marché. Pensez-vous que les conditions sont favorables à l'émancipation des entreprises camerounaises? Oui, je pense que le gouvernement a créé une société de mise en norme des entreprises camerounaises. À savoir que cette société avait pour responsabilité de favoriser que les entreprises camerounaises fabriquent des produits qu'on peut exporter, qui peuvent être acceptés sur le marché européen, sur le marché américain, etc. Et cette société existe. À plusieurs reprises, la présidente de cette société a fait des rapports pour indiquer qu'il y avait un certain nombre de sociétés camerounaises qui étaient déjà alignées sur des normes internationales. Et c'est assez surprenant parce que ces sociétés-là qui sont déjà alignées sur les normes internationales n'arrivent pas à faire des produits qui sont exportables. Alors moi, je pense que ça pose problème et je pense que le président du GICAM a raison de sonner l'alarme
Parce que dans la plateforme gouvernement JICAM, c'est un débat qui peut être relancé, à savoir que l'État doit prêter main forte aux sociétés pour qu'elles puissent vendre leurs produits à l'extérieur. Et ce que nous savons, c'est que les produits européens qui arrivent dans notre pays, la plupart de ces produits sont subventionnés. C'est-à-dire que les États européens donnent des financements, et même américains donnent des financements aux agriculteurs pour leur permettre de vendre à l'extérieur. Je pense aussi que le gouvernement camerounais devrait soutenir les sociétés, les entreprises camerounaises pour leur permettre également, les appuyer, pour leur permettre de vendre leurs produits à l'extérieur. Et si cela est fait, si cette politique est développée, si elle aboutit, je pense que le problème qu'on est en train de débattre ne devrait plus se poser. Sur la crise des devises, professeur Alaka, est-ce que vous avez le même diagnostic sur les causes et les responsabilités des acteurs économiques dans cette crise des devises qui perdure depuis plusieurs années au Cameroun et en Afrique centrale? En répondant à votre première question, j'ai défini ce que moi j'entends par devise. Et du coup, le Cameroun n'a pas de devise parce qu'on a une monnaie, on en reparlera, qui n'est pas une devise. Donc, de manière structurelle, on est en crise des devises. Maintenant, pour avoir des devises, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre davantage à l'extérieur. Et lorsque nous avons vendu à l'extérieur, nous avons donc la possibilité d'avoir des devises que peuvent être l'euro, le dollar, le yuan, tout ce que vous voulez. Simplement, lorsqu'on a ces devises vont où? Ben, dans un compte d'opération qui va permettre d'assurer la parité du CFA, qui va permettre d'assurer la convertibilité du CFA, on en reparlera, et qui va permettre d'assurer également toutes les charges liées à nos importations. Donc ces devises-là ne suffisent plus parce qu'il y a une partie qui est gardée et une partie qui nous sert. Vous savez, c'est 50% qui reste de nos devises dans la Banque de France. Nous le savons. Donc de manière structurelle, on a un problème des devises. Maintenant, le problème que pose le président du JICAM, c'est une question incidente qui en réalité pose le problème de la sortie du CFA. Pour que nous puissions avoir à nous-mêmes une monnaie devise qui nous permettra à terme de gérer notre économie. Sinon, nous avons une économie malade. Et Samuel a relevé tout à l'heure que lorsqu'on n'a pas de devise, on va vers la dévaluation. Mais pourquoi irait-on vers la dévaluation alors qu'on ne gère pas nous-mêmes nos propres devises? Ce n'est pas nous qui gérons nos devises. Et qui les gère? Comment la personne qui gère nos devises va maintenant dévaluer une monnaie qui est accrochée à ces devises? C'est là toute la réflexion qu'il faut mener. Et donc, je pense que c'est un problème important, c'est un problème profond qui est au cœur même de la sauvegarde de nos économies, qui est au cœur même de notre développement économique. Vendez à l'extérieur tout ce que vous voulez. Plus vous vendez même à l'extérieur, plus vous gonflez le compte d'opération et qui est géré par la France, à concurrence de 50% de ses devises. C'est connu, c'est pas Samuel Mott qui va contester ça. Alors justement, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a réagi concernant ces questions des devises, mais aussi l'utilisation du franc CFA. Il estime que c'est une monnaie qui garantit la stabilité économique et financière pour les pays africains qui utilisent le franc CFA. Martin Ombazine, est-ce que vous partagez ce point de vue du président Dramane Alassane Ouattara, par ailleurs ancien gouverneur des banques, banque centrale en Afrique de l'Ouest, lui qui a été un haut responsable dans les institutions financières internationales? Il estime que le franc CFA est une garantie de stabilité économique pour les pays africains. Enfin, ça n'engage que lui, hein, mais la réalité en dit autre chose. Bon, vous savez très bien que la dernière fois où la Banque mondiale a eu à juger les économies de nos zones et les deux zones, la réunion de Paris a dit ceci, que les économies des deux zones ne sont pas susceptibles de produire un certain niveau de croissance capable de faire décoller nos économies. C'est en contradiction avec ce que M. Ouattara dit. C'est-à-dire que le niveau de croissance aujourd'hui ne permet pas à nos économies de décoller. D'un. De deux,
lorsque vous prenez le dernier classement du Forum mondial qui indique la santé de toutes les économies mondiales, vous allez constater que de tous ces pays cités, il n'y a aucun pays, j'ai dit aucun pays de la zone franc. Aucun pays. Île Maurice, en Afrique, Île Maurice, le Rwanda, Afrique du Sud, Botswana, Maroc, Algérie, Namibie, aucun pays. Le Cameroun apparaît à la 116e place. Lorsqu'on prend même les pays les plus riches en Afrique, il n'y a aucun pays de la zone franc. Donc, moi, je ne sais pas sur quel nuage M. Ouattara se trouve. Nous constatons malheureusement que le problème, même si la monnaie n'est pas une fin en soi, ce que nous savons aujourd'hui, et ce n'est pas d'aujourd'hui que ce débat existe, hein, depuis le XVIIe siècle. Vous savez que entre les classiques Adam Smith, à Marx, à Keynes, à Friedman, ce débat existe toujours. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'Africain noir de ces deux zones, ou les Africains, ont même peur de débattre. C'est-à-dire que débattre sur un problème que l'ensemble des pays, des économies de tout le monde entier, la pensée économique profonde de toutes les écoles économiques, hein, c'est-à-dire que le clivage qu'il y a en économie réside essentiellement en ça. C'est-à-dire que entre ceux qui pensent que c'est le marché qui régule, entre ceux qui pensent que c'est l'État qui régule, hein, et dans cet État qui régule, ils pensent que la monnaie joue un très grand rôle. La preuve, s'il y a trop de monnaie, si l'argent coûte trop cher, les entreprises ne vont pas prêter pour investir. Donc, c'est l'école de Keynes qui nous semble aujourd'hui avoir l'emporté sur la réalité. Donc, M. Ouattara ne peut pas dire quelque chose de son contraire. Nous aurions dit aujourd'hui que cette zone est stable si le chômage est jugulaire. Cette zone est stable si la balance commerciale, qui, je rejoins M. Mott qui disait tout à l'heure que, au lieu de dire que c'est l'État, est-ce que nous avons suffisamment des entreprises qui sont à même d'aller compétir? Vendre à l'étranger, c'est être capable de proposer un même produit et faire face à des concurrents qui ont le même produit. C'est ça. Et ça ne se gagne pas sur des plateaux de télévision ou sur des trucs. Ça se gagne parce que la qualité, le marché étant ouvert, la globalisation dit que vous apportez vos produits et c'est le consommateur qui décide. Alors aujourd'hui, nous pensons que notre tissu économique n'est pas suffisamment fort pour aller affronter la concurrence. Et cela passe exactement aussi par notre capacité à avoir une politique monétaire expansive. Parce que pour le moment, moi je pense qu'elle est plutôt régressive. C'est-à-dire que la monnaie que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire que les 50% des devises qui restent bloquées dans le compte d'opération, éventuellement devraient permettre de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises qui, certainement, vont vous parler du problème de financement. Parce que, si vous avez constaté, le véritable problème des entreprises au Cameroun en particulier, et en général dans les deux zones, c'est que les entreprises n'ont pas accès facilement au financement. Une politique monétaire régressive de votre point de vue. Avec vous, Samuel Mott, est-ce que vous avez le même regard sur la politique monétaire dans la zone franc? Le président Ouattara, lui, il estime que c'est une garantie, cette monnaie, de stabilité monétaire. Il prend appui sur les acquis en Côte d'Ivoire, qui fait quand même partie des économies qui connaissent un bond de croissance ces 5 dernières années en Afrique de l'Ouest. Mais pour autant, est-ce que cela suffit pour partager cette analyse dans les autres pays de la zone franc CFA? Le problème, c'est que lorsque vous entendez la plupart des gens qui interviennent dans le domaine, j'ai l'impression que tous les arguments y passent. Notamment, l'un des arguments qui me heurte le plus, c'est qu'on mette sur la balance la parole de Kémy Séba, dont j'ai cherché la biographie sur Internet que je n'ai pas trouvée, qu'on la mette à la balance avec la parole d'Alassane Dramane Ouattara, qui a quand même une certaine compétence, qui a une compétence certaine dans le domaine. Je voudrais sortir tout à l'heure par rapport au premier sujet que vous avez mis sur la table. L'une des raisons pour lesquelles également nous sommes en carence de devises, c'est que très souvent, les opérateurs économiques, et c'est pour ça que j'ai dit la parole de Célestin Tawamba, président du GICAM Sadessa, qui très souvent, lorsqu'on a même vendu à l'extérieur, on n'a pas songé à rapatrier.
Et là, quand on dit qu'on n'a pas songé à rapatrier, très bien, l'État certainement prend un certain nombre de dispositions aujourd'hui, mais c'est également un devoir civique que de dire nous sommes une société citoyenne camerounaise. Lorsqu'on a vendu à l'extérieur, l'argent doit revenir. Mais est-ce que les conditions sont favorables pour... Mais oui, les conditions sont favorables parce que... Est-ce que le climat des affaires favorise, permet aux entreprises camerounaises de pouvoir exporter si on exploite du bois, si on exploite du bois chez nous, qu'on va le vendre à Washington, ça veut dire qu'il y a des conditions nécessaires pour pouvoir exploiter le bois. Mais la majorité des compagnies sont des compagnies étrangères dans le domaine de la Mais c'est pour ça que je veux vous dire, une société camerounaise de droit camerounais, une société camerounaise citoyenne doit songer à rapatrier sur le plan domestique ce qu'il a vendu à l'extérieur. Ça, c'est une règle de bonne gestion de citoyenneté. Ce serait bien également que le président du GCAM continue à l'inculquer à ses membres. Est-ce que vous ignorez du côté de la balance commerciale avec l'importation des produits alimentaires qui impacte sur les devises que nous avons dans le compte des opérations? Je ne vois pas le sens de votre question, mais je vous précise tout simplement, lorsqu'on a vendu à l'extérieur, on doit ramener chez soi. Cette histoire, là également, parce qu'il parle de la balance commerciale, la balance financière également voudrait qu'on rapatrie chez toi. Là, on n'est plus au niveau commercial, mais il faut rapatrier. Et c'est parce que très souvent, on n'a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir vendre à l'extérieur. Mais quand on a bien même, on a eu cette énergie de pouvoir aller vendre, très souvent, l'argent n'est pas rentré à la maison. Donc, ça crée des problèmes. Bon, maintenant, j'aimerais bien qu'on ait des points de vue partagés dans le domaine. Ce serait peut-être très bien pour tout le monde, mais comme eux-mêmes ils disent que c'est un sujet qu'on doit mettre en débat, oui. Mais là également, je suis au regret de penser qu'entre 2 minutes, on ne peut pas parler de monnaie. Je voudrais prendre un premier argument qu'ils mettent sur la table, le compte d'opération. Et qu'ils brandissent comme étant un épouvantail de toutes les duperies du monde. C'est plutôt une règle de bonne gestion que d'avoir un compte courant, un compte d'opération réciproque lorsque vous êtes en relation d'affaires avec quelqu'un. Donc le simple fait de dire de manière assez grotesque qu'il est logé au Trésor français, non, il n'est pas logé au Trésor français, il est également logé chez vous parce que vous devez faire des opérations, la comptabilité des opérations réciproques de telle manière à pouvoir les croiser pour pouvoir voir qu'il n'y a pas de duperie en la matière. Donc c'est un argument absolument qui ne tient pas. Par ailleurs, il a parlé de 15 tout à l'heure, il a parlé également des monétaristes. Effectivement, la monnaie nous sert à quoi? Lorsque nous sortons, parce que lorsque vous prenez une décision contraire de ce que vous avez fait jusque-là, ça veut dire que vous prenez une alternative. Et qu'est-ce que cette solution alternative-là nous ouvre comme voie? Premièrement, la monnaie, elle nous sert à quoi? Elle nous sert comme moyen d'échange. Que vous changez de monnaie aujourd'hui, que vous avez votre monnaie autonome, vous descendrez toujours à la boulangerie avec vos francs, vos CFA, vos comme certains ont envie de le dire, pour pouvoir aller acheter du pain. Donc ça ne changera pas parce que vous avez changé de monnaie. Deuxième chose, en tant que élément, instrument de politique économique. Là également, et c'est ce qu'il a énoncé tout à l'heure, il y a 2 voies, 2 positions aujourd'hui qui sont plus ou moins diamétralement opposées. Mais je suis tout simplement au regret de lui dire que Keynes, j'ai tendance à dire qu'il est mort. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fonctionne sous le système monétariste, c'est-à-dire on contrôle l'inflation. Donc dire que nous sortons du CFA, ça veut dire que peut-être on va prendre une position alternative, qui est celle de Keynes par exemple. Mais celle de Keynes, elle a bien fonctionné parfaitement dans les années 30. Elle n'a plus de fonctionnement aujourd'hui. Et la plupart des gens qui se sont hasardés à l'utiliser de cette façon-là, de dire l'État doit utiliser la monnaie pour pouvoir investir, vous voyez très bien qu'ils se sont cassés la gueule. Allez voir ce qui se passe aujourd'hui au Zaïre, l'ancien Zaïre, l'ancien RDC. Allez même voir aujourd'hui ce qui se passe en RDC. On ne peut pas dire que ces gens ont véritablement une monnaie. Et très souvent, ils ont leur monnaie à eux, mais à côté de là, vous allez voir qu'il y a une devise étrangère qui est en circulation. Troisième fonction, c'est celui de la compétitive à l'extérieur. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Vous avez votre monnaie pour pouvoir projeter vos produits à l'extérieur, mais également pour pouvoir les protéger sur le plan national. C'est pas ce que les Chinois font. C'est-à-dire que comme ils ont une monnaie faible, il est difficile à un Américain d'aller vendre une automobile là-bas. Parce que celui qui est fabriqué localement, en raison effectivement de cette faiblesse du yuan, aura de la peine à compétir avec les firmes locales. Très bien. Lorsque nous changeons de monnaie, qu'est-ce que nous proposons comme élément de conquête vis-à-vis de l'extérieur? Avant qu'on arrive à cette question du changement des monnaies, permettez, je vous en prie, à d'autres de réagir sur ce plateau. Avec vous, Edmond Kamdia, l'évaluation de cette coopération monétaire entre la France et cette quinzaine de pays africains qui utilisent le franc CFA. On parle de stabilité économique,
pour les pays africains qui utilisent le franc CFA. Et pourtant, lorsqu'il y a des rapports des institutions financières internationales sur la santé économique de ces pays, le constat est alarmant. C'est une réalité ce que vous dites, M. Noufélé. Et je partage cet avis-là. Parce que quand on fait le bilan, 50 ans, 60 ans après l'utilisation du franc CFA par ces 14 ou 15 pays qui l'utilisent, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, quel est le pays qui s'est développé? Aucun. Quel est le pays qui s'est industrialisé? Aucun. Par contre, les autres pays africains qui ont pu émerger sont des pays qui ont soit leur monnaie, ou en tout cas qui n'appartiennent pas à la zone franc. Et ces pays-là, qui n'appartiennent pas à la zone franc, ont un avantage certain en termes de développement, en termes d'industrialisation. Et quand en Afrique, on fait le bilan des pays qui sont mieux gérés, mieux gouvernés, qui utilisent mieux la monnaie pour se développer, on ne cite aucun pays de la zone franc. C'est-à-dire, les textes, tous les rapports sont clairs là-dessus. Et même les institutions financières le savent. C'est pourquoi je partage l'avis du président de la commission de l'Union Afrique, de la CEMAC, président de la CEMAC, de la commission, qui estime qu'il faut mettre le débat sur la table. Est-ce qu'il faut continuer avec le franc CFA, qui visiblement a servi les pays qui l'utilisent, ou alors il faut le conserver en tenant compte des avantages, de la garantie de la stabilité? Parce que on note également, ça on ne peut pas le nier, que dans la plupart des pays africains qui l'utilisent, il n'y a pas véritablement une bonne gouvernance, une bonne gestion de cette monnaie-là. Mais là, il faut nuancer, parce que ce n'est pas l'ensemble des dirigeants de ces pays-là qui gèrent mal la monnaie de CFA qui est utilisée. Et à partir du moment où la moitié de cet argent est logé dans le compte du Trésor français, qui peut me dire comment peut-on exercer sa souveraineté monétaire, le contrôle de sa monnaie? Si on ne peut pas l'exercer, comment peut-on se développer? Comment peut-on s'industrialiser? Comment peut-on bâtir une politique monétaire fiable, efficace et durable? Espérer une véritable industrialisation, un véritable développement si on n'a pas le contrôle de sa monnaie. Je vais citer ici, il y a un ouvrage célèbre d'un grand Africain, d'un grand Camerounais, Tchindiampomi Joseph, hein, Monnaie, liberté et servitude. Servitude et liberté. Servitude et liberté. Je souhaite que beaucoup de gens lisent cet ouvrage. Non. Parce que c'est un livre de chevet pour comprendre le problème de la monnaie. Et parce que les développements qu'il a pu faire dans cet ouvrage ouvrent les yeux sur l'ensemble des pays qui aujourd'hui ont pu avoir un accord avec le FMI, qui est en réalité un fonds de misère instantané. N'attendez pas à M. Ouattara de faire un discours en faveur du franc CFA. Il a été directeur adjoint du FMI. Il a été gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. Il fait un discours pro domo. Non. Écoutez plutôt les autres dirigeants africains sur la question. Écoutez le président du Tchad sur la question. Il y a d'autres dirigeants africains qui ont tenu des propos sur le franc CFA. Il faut ouvrir le débat sur la question. Alors le président du Ghana a également invité les pays de la zone franc à revoir la coopération monétaire entre la France et ces pays de la zone franc. Avec vous, professeur Pierre Alaka, vous avez suivi les arguments développés par Samuel Motte concernant la nécessité de maintenir les pays africains dans la zone franc. Pour lui, il évoque cet accord qui existe entre la France et le Cameroun, qui de son point de vue ne pose pas problème au regard du fait qu'il existe également des opérations qui sont menées dans les banques centrales, en Afrique centrale et aussi en Afrique de l'Ouest. Vous savez, Cédric Noufélé, lorsqu'on parle des questions de CFA et qu'on les pose uniquement en termes techniques, on peut écouter ce genre de propos. Mais le CFA n'est pas seulement un problème technique. Quand bien même il serait un problème technique, ce serait une insulte aux Africains aujourd'hui de penser qu'ils sont incapables de gérer leur monnaie. Pourquoi? Et de quel Africain s'agit-il? Des Africains à la peau noire? Parce que tous les pays qui sont sortis de la zone franc sont des Africains à la peau blanche. Il faut le dire. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, Madagascar, les anciens pays de l'Indochine, Vietnam, Laos, c'est plus quel autre pays là. Ça veut dire que nous, à la peau noire, nous acceptons toujours l'inacceptable. Je vais le poser autrement. Certainement, M. Samuel Motte, au sorti d'ici, sera d'accord avec moi. Le problème du CFA, c'est je suis un pays, je vis grâce à ce CFA.
si j'abandonne le CFA, je deviens esclave. Est-ce que j'ai intérêt à devenir esclave? Non. Première question. Deuxième question, je suis un ensemble de pays, je vis avec le CFA, je suis maintenu dans l'esclavage, est-ce que je dois continuer à être maintenu dans l'esclavage? La réponse est non. Lorsqu'on a posé ces deux postulats, on va se rendre compte que le problème du CFA n'est plus un problème technique, c'est d'abord un problème politique. Parce que la monnaie est une création, est une créature de la loi. Et la loi, c'est le droit. Et le droit, ici, est protégé par le politique. Et le politique, c'est lui qui bat la monnaie, c'est lui qui donne, c'est lui... Samuel, moi, tu sais... Tu sais que je sais être désagréable. Quand j'ai... Votre technique du RDP, cela ne me plaît jamais. Et apprenez à écouter les autres. Et apparemment, c'est une technique chez vous. Mais vas-y, professeur. Allez-y. Je dis que la monnaie est une création, une créature de la loi et donc du droit. Et le droit relève de l'autorité politique qui décide de créer une monnaie et de lui donner cours. Voilà la règle. Maintenant, au niveau du CFA, s'il y a des Africains comme Ouattara, Samuel Maud et ses camarades qui pensent que nous devons continuer à demeurer dans l'esclavage... Ils évoquent l'argument de stabilité économique. L'argument de stabilité est technique. Le fait qu'on reste dans le franc CFA. L'argument de stabilité est technique. Parlons-en de la stabilité. Comment vous pouvez dire que la stabilité est un avantage du franc CFA alors qu'en réalité, cette stabilité, ce n'est pas vous qui la protégez. La stabilité est faite par la France. La monnaie est gérée par la France. Et si une monnaie est gérée par la France, et la France va vous dire, votre monnaie, je la gère, elle est stable, je maintiens l'inflation autour de 3%, regardez les monnaies autour de vous. Mais de quelle stabilité s'agit-il? Il s'agit simplement, on insulte les intelligences africaines. Vous pensez que, avec votre permission, Samuel Maud, je vais vous dire, Cédric Nofélé, s'il y a des gens en Afrique noire qui pensent qu'ils doivent continuer à rester esclaves, parce que à cause du CFA, il y en a qui pensent que si on leur donne, si la décision politique est prise de créer notre monnaie, nous allons créer une monnaie, nous allons la gérer avec suffisamment d'élégance et en 3-4 ans, on rejoint les autres pays qui étaient sortis du CFA comme le Maroc, la Tunisie et autres, qui sont aujourd'hui des Eldorado. Nous tous, on était dans le même trou, ils sont sortis du trou, on a vu leur développement. Je suis très étonné, je suis même convaincu qu'aujourd'hui, si l'esclavage revient, les Noirs, les Africains noirs vont donner leurs bras pour qu'on les achète. Mais moi, je ne donnerai pas même pour commencer. Alors, cette question, j'aimerais avoir la réaction maintenant, je vous en prie, de Maître Lavoisier Sapi sur la situation économique et monétaire en Afrique centrale. Vous savez qu'il y a une crise économique qui est survenue depuis 2016, déclenchée par un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale. La dévaluation planait en Afrique centrale. Les chefs d'État ont dit non. On décide de mettre sur pied des réformes pour renflouer le compte des opérations en termes de devises. Nous sommes déjà à 3 ans et la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Quel est votre regard sur ce débat concernant le franc CFA? Mais, le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. Et une monnaie par laquelle la France perpétue la colonisation des anciens pays, des anciens pays qui étaient placés sous sa coupe. Regardez que le Nigeria, à côté de nous, a été colonisé par la Grande-Bretagne. Le Nigeria a sa monnaie. La Grande-Bretagne n'a pas imposé sa monnaie au Nigeria. Le Ghana a été colonisé par la Grande-Bretagne. Le Ghana a sa monnaie. Le Kenya a été colonisé par la Grande-Bretagne. Le Kenya a sa monnaie. L'Afrique du Sud, colonisée par les Anglo-Hollandais, l'Afrique du Sud a sa monnaie. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, quand vous prenez l'Angleterre et la France, vous vous rendez compte que l'Angleterre n'a imposé sa monnaie dans aucun pays qui l'a colonisé. L'Angleterre a permis à ce que ces pays créent leur monnaie et se développent. Et dans ces pays, il y a la stabilité économique
il y a la stabilité politique, ces pays se développent et sont 2 fois plus développés que le Cameroun. La France, sachant que la situation économique dans son pays impose qu'il fasse main basse sur les pays qu'il a colonisés, a proposé dans les accords de 1959 qu'on maintienne le franc CFA dans tous les pays. C'est la Guinée qui a dit non. Mais tous les autres pays ont accepté d'être enchaînés, comme le professeur Alaka le dit, d'être enchaînés par cette monnaie. Et je pense que vous ne pouvez pas vous développer quand vous n'avez pas la maîtrise de votre monnaie. Quand vous n'avez pas la maîtrise de votre monnaie, ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise de votre économie. Quand c'est un autre qui régule les flux monétaires dans votre pays, vous ne pouvez pas avancer. Et les Français brandissent cet épouvantail dans les États. Malheureusement, il y a des intellectuels, il y a des économistes africains, camerounais, qui se laissent prendre à ce jeu d'épouvantail français qui dit que si on sort du franc CFA, on ne sera plus rien. Mais je pense que ça se fait insulte à tous les agrégés d'économie que nous fabriquons dans nos universités. Mais il y a des conditions préalables pour pouvoir sortir de la zone franc. Est-ce que l'économie camerounaise, par exemple, peut lui permettre au Cameroun de pouvoir justement aller vers cette création d'une nouvelle monnaie, de pouvoir sortir du franc CFA? Absolument, absolument. Le professeur l'a bien expliqué. C'est d'abord une volonté politique. Il faut qu'au Cameroun, on ouvre ce débat. Les économistes, les monétaristes camerounais, on en a. Ils doivent s'asseoir, nous dire que voici les conditions dans lesquelles on peut créer une monnaie et ça marche. Et moi, je suis convaincu que si nous créons une monnaie, enfin, il faudrait proposer que ce soit une monnaie qui puisse être acceptée par un ensemble de pays. Si en Afrique centrale, on accepte de créer une monnaie commune, je pense que les économies d'Afrique centrale mises ensemble, avec une monnaie commune, elle pourra s'imposer, elle va apporter la stabilité économique et puis elle va relancer le développement de nos pays. Mais le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. Et tant que nous maintenons le franc CFA, tant que si nous produisons 100 francs, 50 francs restent en France et 50 francs nous revient, on n'avancera jamais. Samuel Mout, alors il faut aller vers sortir du franc, la zone franc et envisager la création d'une nouvelle monnaie. C'est le projet en Afrique de l'Ouest. Vous le savez, d'ici 2020, ils sont en train de franchir un certain nombre de paliers concernant une telle initiative. Est-ce qu'elle peut prospérer en Afrique centrale? Un projet de vieux de 40 ans, celui de l'Afrique de l'Ouest dont vous faites allusion, il est vieux de 40 ans, ça veut dire que la réflexion, elle est longue. Je voudrais rassurer le professeur Alaka, j'ai aucun problème si on m'apporte sur le plateau des arguments objectifs, me rassurant que ce serait une très bonne chose si on quittait le franc CFA aujourd'hui. Tout ce que j'ai chaque fois entendu, c'est que c'est une monnaie coloniale. Tout ce que j'ai entendu jusque-là, c'est des arguments qui tendent vers le nationalisme. Bien, vous avez cité le nom tout à l'heure d'un éminent professeur, Tindian Pumi, agrégé d'économie, félicité par Maurice Allais, premier prix Nobel, je crois d'ailleurs qu'il n'en a jamais eu après, d'économie français, parce qu'il a été son disciple. J'ai envie de vous dire que Tindian Pumi, malgré cet intellectuel, le tout grand intellectuel qu'il a été, était un altermondialiste de première heure. Donc, quand vous lisez également Monnaie, servitude et liberté, vous devez intégrer cette forme de pensée-là qui est éclose aujourd'hui, qui consiste à dire qu'il faut lutter contre les puissances coloniales. Attendez, je n'ai pas fini. Lorsqu'on me donne des arguments en disant effectivement nous sommes à la traîne, moi je veux bien voir sur les classements, mais les statistiques également, vous pouvez les faire dire ce qu'ils voulaient bien les faire dire. Maintenant, si vous voulez nous inonder de 2 ou 3 usines qu'on a filmées quelque part au Rwanda en disant oh là là, ils sont plus développés que nous. Très bien. Est-ce que vous l'ignorez quand même? Est-ce que vous ignorez ce fait que des pays africains qui ont leur propre... Bien, Cédric, laissez-moi progresser parce que vous allez vous mettre contre moi également. Laissez-moi progresser. Ici, effectivement, sur la base d'un certain nombre d'images qu'on fait véhiculer, il y a pour le moment également, en termes de puissance économique, je ne suis pas très sûr que si on compare le Ghana et le Cameroun, je ne suis pas sûr que le classement sera favorable à d'autres. Mais, très bien. Attendez. Le Ghana. La Guinée, Conakry, celle de Sékou Touré, effectivement, a dit non au franc CFA. Pourquoi est-ce que vous avez de l'odeur, de langage à pouvoir citer également comme étant un modèle?
Effectivement, on peut s'être développé, pas moins développé, plus développé que les uns et les autres. On ne peut pas uniquement dire que c'est un problème de monnaie. Là également, nationalisme pour nationalisme, j'ai également envie de vous apporter d'autres informations. La tendance aujourd'hui, c'est de dire que la personne qui gère la monnaie doit être totalement indépendante du pouvoir politique. La Fed, aux États-Unis, lorsqu'il dit le fil autodirecteur, il n'appelle pas George Bush, il n'appelle pas le président actuel, il n'appelait pas Donald Trump, il n'appelait pas Obama avant. C'est une décision rationnelle qu'il prend en fonction des indicateurs économiques qu'il a et en fonction des objectifs que la Fed se fixe. Pas des... Mais oui. C'est pour cette raison-là également, je suis désolé, la Banque centrale européenne a chaque fois eu des difficultés avec les puissances politiques dans ces pays-là. Parce que là également, quand ils ont décidé de fixer la masse monétaire à mettre en circulation à l'intérieur de la zone euro, ils n'ont pas d'avis à prendre chez les politiques. Parce qu'effectivement, prenant ces avis chez les politiques, on va se retrouver dans le cadre de ce qu'il a décrit tout à l'heure. On va réveiller Keynes, éminent économiste lui aussi. Mais dont la puissance de la pensée a trouvé ses limites. Et effectivement, lorsqu'on est dans une période de désastre économique, oui, on peut demander à l'État d'intervenir de manière massive pour pouvoir relever. Attendez, l'histoire de l'utilisation de la planche à billets, parce que c'est de ça qu'il veut parler de manière un peu plus fine. La planche à billets, lorsque vous créez la monnaie ex nihilo, elle n'est pas pour l'avantage des industriels, je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, effectivement, c'est de dire, avec une inflation, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, à 3%, on peut donner la garantie aux industriels qu'ils vont rentabiliser leur investissement. Si vous commencez à créer la monnaie comme vous voulez, c'est des taux de 15%, 20%, 200% qu'on va avoir. Et donc, Célestin Tawamba, président du GICAM, n'investira nullement au Cameroun. Il en est de même des autres industries. Alors justement, regarde l'analyse que vous venez de faire avec vous, Martin Ombazing. Il évoque les limites qu'il y a à se diriger vers un projet de création d'une nouvelle monnaie, évoquant le fait qu'en Afrique de l'Ouest, ça fait plus de 40 ans que la réflexion est en cours. Famille Mout estime qu'il y a un fossé entre la politique monétaire et la classe politique dirigeante dans les autres pays, grandes puissances internationales comme les États-Unis, comme l'Union européenne. Est-ce que vous partagez ce point de vue? À la vérité, la monnaie est un instrument de souveraineté. Et quand on dit souveraineté, on parle de politique. On ne saurait dire que la monnaie a un comportement qui est d'abord privé que public. Public d'abord parce que c'est l'État. L'État qui donne l'impulsion. Maintenant, qu'est-ce que, à travers la politique de 15, devait venir mettre tout le monde d'accord? C'est tout ce qui se passe aujourd'hui à travers les banques centrales. Vous comprenez? C'est les techniciens, les technocrates qui viennent et qui vont réguler le marché de la monnaie en fonction des fondamentaux qui régulent ce métier-là. Ça veut dire quoi? Que l'État est en dehors de cette chose-là, mais elle n'est pas exclue, elle est en dehors. C'est-à-dire que c'est des critères objectifs qu'on met en place pour que, lorsqu'on fabrique, par exemple, de la monnaie, que cela n'ait pas un impact contraire à ce qu'on a voulu faire. Je voudrais aussi dire à M. Mo que il ne faudrait quand même pas qu'à un moment donné, qu'on soit encore dans ce monde-là où nous pensons avoir des intelligences plus petites ou moins bonnes. Monsieur Ouattara a travaillé à la Banque mondiale. La Banque mondiale, le FMI, ont déjà relevé quelle économie? Vous voulez qu'on parle des faits? Celle de Grèce, par exemple. Non, a relevé comme... La Grèce a été relevée. Elle est sous... Elle est stabilisée. Est-ce que la Grèce a été mise soit justement structurée par le FMI? Mais non, ça va plus fortement que l'économie. Monsieur Mo, s'il vous plaît. Je vous invite à parlons des intérêts des Camerounais dans ce Non. Quel est leur intérêt? Faut-il y rester ou pas? Non. Que gagnent les populations camerounaises? C'est important parce que il ne faudrait pas que, à chaque fois qu'il y a quelque chose, une information qui est sur le public, le grand public, que les gens pensent qu'on ne peut pas avoir du répondant aussi. Ce que M. Ouattara a dit, c'est qu'il est très bon, il est très fort, il a fait ça parce qu'on a été banquier, que forcément, tout ce qu'on a à financer a été bien fait. C'est parce qu'on a été banquier que toutes les décisions qu'on a eu à prendre dans le cadre de la monnaie, de l'économie, donc M. Ouattara ne peut pas me mettre le mot défi, de me montrer quel pays a été accompagné par le FMI et par la Banque mondiale qui a réussi et qui a décollé. Pourquoi? De deux, je pense que Rothschild, qui est un très grand banquier, une famille de banquiers, avait dit ceci: donnez-moi la capacité de frapper la monnaie
je vous laisserai les lois. C'est-à-dire que vous pourrez voter vos lois à l'Assemblée. Mais si moi, j'ai... Vous savez ce qu'on appelle taper la monnaie, monsieur Noufélé? Mais c'est vous qui êtes l'alpha et l'oméga de la vie économique d'un pays. C'est vous qui réglez simplement ce que Caisse n'avait peut-être pas prévu. À l'époque, c'était de dire que l'État a toujours tendance, quand on donne ça à l'État, à dépenser plus. Vous savez, l'État, même ici au Cameroun, vous voyez l'État. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous allons aussi créer une banque centrale indépendante. Qui va, sauf à quoi que nous ne sommes pas capables, sauf à quoi que vraiment, que nous ne sommes pas capables, s'il vous plaît, que nous ne sommes pas capables de pouvoir dire que, ok, les ficelles, parce que c'est un jeu de ficelles. À quel moment on peut injecter 200 billets, à quel moment on va dire 100 billets. Donc aujourd'hui, ce que M. Maudit, c'est que les Africains, les Camerounais, sont incapables d'avoir une banque centrale indépendante. Moi, je n'ai pas dit ça. Je pense que et donc, aujourd'hui, nous au Cameroun, nous avons une économie diversifiée. Maintenant, on va au fond du sujet. Le Cameroun n'a pas peur, même seul, de sortir. Puisque ça nous rapporte quoi? Ce sont nos devises là-bas que nous utilisons, pas les devises des autres. Vous comprenez? Si nous avons un compte opération, notre compte courant, c'est les devises qui sont dans notre compte condition. Quel est l'intérêt pour le Cameroun à continuer à être dans cette histoire alors que son économie est assez diversifiée? De deux, nous avons un enjeu aujourd'hui sur lequel l'État doit impulser, doit donner le coup de main au secteur privé, à savoir les financements. Et vous savez très bien que le problème de la Banque centrale indépendante est que les financements, ça à 24 mois, à 48 mois, c'est rare. Comment vous voulez développer un pays où vous ne pouvez pas impulser des prêts à 48 mois, à 60 mois, à 120 mois? C'est de ça que les entreprises ont besoin. Et pour avoir cette politique-là, il faut avoir une banque centrale indépendante. Pour le moment, notre décision concernant la monnaie se passe à Paris. À Paris, je vous dis à Paris. La preuve, monsieur Moun ne me dit pas le contraire, quand on dévalue, on ne vous demande pas si on doit dévaluer. Vraiment, ne serons pas. Nous sommes sérieux et je veux qu'on soit sérieux jusqu'au bout. Quand la France décide de dévaluer, comme il a essayé de le faire la dernière fois, ils n'ont pas demandé aux pays africains si elles sont d'accord, s'ils sont d'accord pour que ça se fasse. Donc pour le moment, ce que nous voulons, c'est qu'on nous laisse un peu tranquille. On dit souvent que quand si tu penses que je vais échouer, laisse-moi un peu essayer. Hein? Mais nous savons que dans le classement, M. Maud disait quoi? Les critères sont les suivants des plus grands pays. Qualité des infrastructures. Vous connaissez le Cameroun. L'innovation. La qualité de l'éducation. La performance du système de santé. Le climat des affaires. C'est sur cette... Il y a le rapport également PIB par habitant. Il faut le citer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qui intègre ça, vous le citez aussi. Donc, ce n'est pas par hasard que ces pays-là sont devant nous. Nous disons ceci. Moi, je ne suis pas bloqué pour un débat. Mais je dis que nous prenons trop de temps pour prendre une décision de souveraineté. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de raison. Nous pensons qu'aujourd'hui, aucun pays ne s'est développé. Et je vais vous dire, pour finir, ne pensez jamais qu'un pays va vous aider à vous développer. Chaque pays, pour se développer, c'est ses propres populations. Et là, c'est pas nationalisme. C'est le nationalisme. Mais c'est De Gaulle qui le disait. C'est De Gaulle qui le disait. Mais d'ailleurs, en Afrique, nous devons avoir chacun d'entre nous un bras nationalisme pour qu'on puisse sortir de là. Sinon, on ne pourra pas. La coopération monétaire entre la France et une quinzaine de pays africains qui utilisent le franc CFA, pour vous, professeur Alaka, il faut revoir cette coopération, il faut davantage revoir ces accords de coopération monétaire en attendant d'aller progressivement vers une sortie du franc CFA. Est-ce que toutes les conditions sont réunies au Cameroun, selon vous, pour pouvoir aller vers cette initiative qui est affirmée sur ce plateau, à savoir créer sa propre monnaie? La coopération monétaire que vous évoquez ici est un signe de dépendance. Je ne suis moi plus au niveau de cette coopération monétaire dans la mesure où elle a échoué. Je vous prends des indices. On a dit que le franc CFA doit avoir une parité fixe avec le franc français. À l'époque, en 1960, c'est 50 francs CFA, un franc français. Brutalement, on nous dit ce n'est plus ça. C'est-à-dire 100 francs CFA, un franc français. Deuxième dévaluation. Et troisième dévaluation, on nous dit non, ce n'est plus 100 francs CFA, un franc français parce que
le franc français n'existe plus, c'est devenu l'euro, ça va maintenant être 655 francs CFA pour un franc français, référence euro. Voilà. Est-ce que la parité a été assurée? Je réponds à la coopération. Ça a été assuré? Pas du tout. On nous dit cette monnaie-là doit être librement transférable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a institutionnalisé la fuite des capitaux. Donc nous ne pouvons rien faire. Les capitaux dont ils demandent qu'ils reviennent, ils ne reviendront jamais parce qu'il y a libre transférabilité. C'est dans cet accord de coopération. On a parlé tout à l'heure de la stabilité monétaire, mais cette stabilité monétaire est assurée par la France. C'est ça les accords de coopération. Vous savez pourquoi c'est assuré par la France? Parce qu'on estime que l'Africain à la peau noire est incapable. Et je vous ai indiqué ici que tous les Africains à la peau blanche sont sortis vérifiés, sont sortis du franc CFA. C'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça que nous les Noirs, on nous méprise, parce que nous acceptons de nous laisser mépriser. La vérité, c'est qu'il a évoqué la planche à billets. La vérité, c'est que la France, pour parler d'elle, a peur que des pays africains, d'Afrique noire, qui sont les plus riches du monde, en sol comme en sous-sol. Si on leur donne la possibilité d'avoir une monnaie, ils n'auront plus besoin du FMI parce qu'ils vont mettre la planche à billets. Oui. Avec une banque centrale indépendante, ils vont mettre la planche à billets. Il a dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, Trump ne peut pas décider de mettre la planche à billets, c'est faux. Parce qu'Obama a mis la planche à billets en 2008, lorsqu'il y a la crise des subprimes, et ça a stabilisé l'économie américaine. Sarkozy a voulu faire la même chose en France. L'Allemagne s'est opposée parce que... L'Allemagne s'est opposée parce que c'est l'Allemagne qui est le patron de l'euro. Alors, dans ces conditions, comment peut-on encore parler des accords de coopération monétaire? Ça doit disparaître. Le problème ici, c'est quoi? C'est que moi, je veux aller puiser de l'eau. J'ai quelqu'un à ma gauche qui dit, je ne vais pas puiser de l'eau. Je commence à discuter avec lui du fait d'aller puiser de l'eau. C'est un débat inutile. Je prends mon seau, je vais puiser de l'eau. Quitte à ce qui reste sans eau. Oui. Nous sommes dans ce débat aujourd'hui. Besoin d'eau. Alors, messieurs, où le pays est confronté à de multiples crises, il y a une autre affaire qui secoue le sommet de l'État, évoqué dans la presse également, le Messager, le quotidien Le Jour, qui estime que le régime présente des dérives dictatoriales. Ces journaux s'appuient sur les multiples arrestations et détentions arbitraires, mais également des répressions de la part des opposants au Cameroun. Avec vous, Maître Lavoisier-Sapi, lorsque la presse, du moins certains journaux, Le Jour, Le Messager, font état de ce qu'il y a de plus en plus une tendance dictatoriale qui se dessine à travers les actes posés par le pouvoir de Yaoundé. Est-ce que vous partagez ce point de vue au regard de la situation sociopolitique du Cameroun? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi le SDF a été créé en 1990. Parce que l'objectif du SDF était de libérer les Camerounais et d'instituer dans notre pays une véritable démocratie. Pour comprendre ce que la presse a écrit cette semaine, je crois qu'il faut faire un petit éclairage. La démocratie a ses canons universels, des canons vraiment universels que toute démocratie devrait respecter. En régime démocratique, il faut une constitution qui consacre une séparation de pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Ces trois pouvoirs doivent être séparés et même fonctionner de manière autonome. Il faut un régime qui favorise des élections libres, justes, transparentes, de manière qu'il y ait alternance. Si vous n'avez pas un système qui favorise des élections libres et transparentes, de manière qu'il y ait alternance au sommet de l'État, on ne peut pas parler de démocratie. Il faut un régime qui prévoit et respecte les libertés fondamentales des citoyens, la liberté d'opinion, les libertés d'aller et venir, toutes les libertés publiques, les libertés de réunion et de manifestation publiques, etc. Alors lorsque nous prenons le cas du Cameroun, on se rend compte que rien de tout cela n'existe. Nous avons certes une constitution, mais vous savez que notre constitution opère une confusion de pouvoir entre les mains d'une seule personne, le chef de l'État. Il est chef de l'exécutif.
C'est-à-dire qu'il nomme le ministre et le premier ministre, etc. Il contrôle l'exécutif. Le chef de l'État est également contrôle l'exécutif, le législatif. Parce qu'il vous souvient que l'article 28 de la Constitution donne pouvoir au chef de l'État de prendre des ordonnances qui ont valeur de loi, en lieu et place de l'Assemblée nationale. Il ne consulte même pas l'Assemblée nationale, il a le pouvoir de prendre des ordonnances qui ont valeur de loi. Et il vous revient que depuis 1958, il n'y a que le gouvernement qui fait passer les lois à l'Assemblée nationale. Aucune personnalité indépendante, aucun député n'a jamais pu faire passer une loi à l'Assemblée nationale depuis 1958. Ce qui a fait dire que notre Assemblée nationale est pratiquement une chambre d'enregistrement. Si vous prenez le judiciaire, le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique où les magistrats n'ont pas de syndicat pour défendre leurs intérêts. Vous allez au Tchad, il y a un syndicat de magistrats, les magistrats peuvent gréver comme ils veulent. Vous allez au Niger, il y a un syndicat de magistrats, etc. Alors, le chef de l'État est également chef du judiciaire. Vous savez que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un organe qui recrute les magistrats, qui assure leur promotion et leur sanction. Alors, quand vous avez le chef de l'exécutif, qui peut nommer les magistrats, qui peut les sanctionner, à partir de ce moment, les magistrats ont quelle indépendance? Il nomme le président de la Cour suprême, il enlève le jour qu'il veut. Pareil pour tous les autres magistrats. Donc, nous avons un système judiciaire qui n'est pas indépendant. Et pour mieux comprendre pourquoi notre système judiciaire est assez dépendant de l'exécutif, prenez l'affaire qui est en train l'affaire qui est en actualité maintenant, l'affaire Camto. Vous comprendrez que les magistrats n'ont aucune indépendance au Cameroun. Qu'est-ce qui peut faire que... Quelle loi permet que quelqu'un qui a marché à Bafoussam, une simple marche, manifestation illégale, sans autorisation, quelle loi permet de le déporter à Yaoundé? Il n'y en a pas. Quelle loi permet au préfet du Fundi de prendre une garde à vue administrative contre des gens qu'on a arrêtés à Bafoussam, à Tchang, à Bafang et à Douala, hors de son ressort? Quelle loi? Aucune. Donc, quand les magistrats militaires reçoivent ces gens, vous savez, les gens qui ont marché à Yaoundé, qu'on a arrêtés, on les a traduits devant le tribunal correctionnel. Ceux qui ont marché à Bafoussam, à Tchang, à Bafang, comme ceux de Yaoundé, ils vont au tribunal militaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Que des gens qui ont commis les mêmes faits, certains vont au tribunal civil, d'autres vont au tribunal militaire. Qu'est-ce qui peut bien justifier ça? Donc, vous comprenez que cette affaire permet de comprendre qu'il y a vraiment une soumission de la magistrature à l'exécutif. Et lorsque vous prenez le cadre des élections libres, honnêtes et transparentes, nous avons un organe au Cameroun qui est l'ECAM, oui, il y a l'UONEL, etc. Mais vous savez que les élections au Cameroun sont tout sauf libres et transparentes. Alors vous avez dressé un tableau... Et si on parle de liberté publique... Vous avez dressé un tableau sombre hein, des pratiques démocratiques au Cameroun, hein, Samuel Mout. On estime la presse, certains journaux, précisément le jour, le Messager évoque des dérives dictatoriales du régime en s'appuyant sur un certain nombre de multiplications des arrestations arbitraires, détentions abusives selon ces journaux, évoquant la situation de ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et d'autres Camerounais. Vous avez suivi ce cas de ce Camerounais qui était commerçant à Konolinga, qui a passé près de 10 ans en détention préventive sans avoir été jugé, des cas qui sont légion dans les prisons au Cameroun et qui exposent justement la situation complète. C'est fois dans l'amalgame, sincèrement. Les erreurs judiciaires, ça a toujours existé. Ça peut exister. Quand vous prenez ce cas de figure-là, de la personne qui est restée 10 ans sans jugement, détention provisoire, les erreurs judiciaires, ça peut exister. Mais ce n'est pas parce que dans un système judiciaire, il y a une erreur qui a existé que ça doit remettre en cause le fonctionnement des institutions de la République. Vous me citez 2 journaux. Ces journaux-là sont de quelle obédience? Est-ce qu'on doit considérer que lorsque le Messager s'exprime sur le fonctionnement des institutions au Cameroun, c'est une voix qui doit faire autorité? Lorsque le jour dont on connaît aujourd'hui la tendance
éditoriale lorsque le jour s'exprime. Est-ce qu'on doit dire que ce journal doit faire autorité? Tout à l'heure, vous avez conclu également un débat qui, pour moi, aurait nécessité que l'on fasse peut-être 2 heures là-dessus. J'ai voulu vous rassurer avant de vous répondre à votre question. Vous avez parlé de points d'évaluation. Dans le système dans lequel vous voulez nous emmener, les évaluations ne seront pas dictées de l'extérieur, ils seront dictées certainement de l'extérieur, mais pas des institutions non officielles. 1985, l'amitié entre Balladur et Chirac finit effectivement parce que la monnaie est attaquée par des spéculateurs. Et quand vous voyez bien les Français qui se mettent à genoux pour qu'on puisse faire une monnaie commune pour pouvoir s'en abriter, ou trouver comme un parapluie, vous devez vous poser des questions. Maintenant, quand on revient sur les institutions pour le débat qui nous concerne, vous déplacez le débat. Je ne déplace absolument pas le débat, mais ce point-là, il est conclu. On vous a fait conclure tout à l'heure, on ne m'a pas donné l'opportunité. Quand on revient sur ce qu'il dit, cette litanie-là, j'ai envie de dire à Maître Sapi, très bien, vous estimez par exemple que toutes les lois qui sont votées au Parlement aujourd'hui sont des voies qui sont orientées par l'ORDPC. Et pour cette raison-là, vous tirez une conclusion qui est totalement fausse sur l'absence de séparation de pouvoir. Est-ce que dans la Constitution, et si la séparation de pouvoir ne fonctionne pas tel que vous pouvez l'imaginer, vous, c'est parce que vous vous êtes affaissé, monsieur. Le jour où le SDF prendra d'assaut l'Assemblée nationale, vous voyez très bien que les choses changeront. Mais vous pouvez également comprendre, aujourd'hui, écoutez, il y a une affaire qui se déroule aujourd'hui, l'affaire Benalla. Vous voyez bien que l'Assemblée nationale en France, qui est de connotation la République en marche, n'a pas voulu qu'on enquête. Le Sénat, qui est majoritairement à l'opposition, a enquêté. Conclusion du Premier ministre, nous sommes tout à fait désolés qu'il y ait eu des conclusions politiques dans cette affaire-là. La séparation de pouvoir a fonctionné. Généralement, chez nous, quand nous n'avons pas pu faire notre devoir, c'est la faute à l'autre. Non, ce n'est pas nécessairement la faute à l'autre. Après, il a fait un enjambement sur les camps, sur le système électoral. Effectivement, qui fait aujourd'hui qu'il se soit affaissé. C'est dit, nous Félé, j'ai envie de vous affirmer de manière appuyée que nous avons l'un des systèmes électoraux les plus transparents au monde. Oui, vous pouvez crier. Assis sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, monsieur, oui. Le premier pilier, c'est la transparence de l'urne. Le deuxième pilier également, c'est la présence des partis en cause dans les bureaux de vote qui sécurisent le vote. Ça a quel impact? Mais l'impact, effectivement, c'est que quand vous avez renoncé à vos devoirs... Et vous avez les les préfets pour fabriquer des procès-verbaux en dehors mais il n'intervient plus, mais vous voyez bien qu'il décrit quel système. Aujourd'hui, quand un PV sort d'un bureau de vote, il ne passe pas par la préfecture, par la sous-préfecture, je suis désolé. Et lorsque vous avez été dans l'impossibilité de faire votre propre rôle, vous dites c'est la faute à l'autre. Le système, il est transparent. Il n'est pas plus transparent. On ne fait pas autrement que les membres de l'État appartiennent à quel parti? Vous voyez, il m'interrompt là. Oui, vous en prie, les membres de l'État, les militants du RDPC, depuis le Conseil national jusqu'au président des bureaux de vote. Et vous savez que maintenant il y a également le directeur général de l'État, en ce qui concerne le pouvoir de nomination, là également vous allez voir que c'est tout en constitutionnalité que l'on projette à ces nominations-là. Lorsqu'on vous dit par exemple qu'au niveau du Conseil constitutionnel, il y a des membres qui sont nommés par le président de la République, on ne dit pas par le président Paul Biya. Autrement, ça aurait posé le problème. On dit le président de la République, donc je suppose qu'il sera président de la République demain, il nommera. C'est l'institution qui a voulu que ce soit comme ça. Pas le président du Sénat. On dit des personnalités indépendantes. Quand il nomme les membres du comité central. Monsieur Sapi, en m'interrompant, vous voulez me montrer que vous pouvez en aucunement être indépendant. Mais là également, c'est un problème réel. L'indépendance, qu'est-ce qui vous donne également, quel est le juge de l'indépendance d'une personne? Aujourd'hui, M. Sapi, vous êtes étiqueté, vous êtes du SDF. Vous le serez demain. Mais je peux également estimer qu'en tant qu'individu, vous avez votre propre conscience. Et que le jour où vous allez être appelé aux responsabilités, vous serez une personne responsable et donc indépendante. L'indépendance ne se lie pas par rapport... Autrement, vous allez avoir de la peine. Hein? Parce qu'aujourd'hui, même si nous faisons s'en défendre, je sais bien que son cœur penche pour quelqu'un. Et notamment quand il va pour lui, dans l'une, c'est pas Sabel Mode qui va voter, mais il va voter un certain nombre de personnes. Mais pourtant, attendez, j'accepte bien de venir être interviewé par lui. Parce que pour ce qui est du cadre de sa fonction, il me posera toutes les questions qu'il voudra, y compris celles qui auront tendance à me coincer. Mais c'est de mon devoir de me dépatouiller pour pouvoir trouver la bonne réponse. J'aimerais, messieurs, qu'on ressemble le débat sur la question
d'un certain nombre de dérives selon les journaux, dérives dictatoriales qui s'appuient sur des arrestations qui se sont multipliées ces derniers temps et qui ont été considérées comme des arrestations politiques. Avec, vous avez suivi ce que M. Sapi a dit tout à l'heure, estimant qu'il n'y a aucune loi au Cameroun qui permet aux forces de l'ordre, aux autorités judiciaires, d'arrêter des personnes à Bafoussam mais de les faire juger à Yaoundé. Et cela, bien sûr, pousse la société civile à estimer que ce sont des arrestations politiques. Maître Sapi me demande de faire comme Albert Limbelobert, de venir avec le code de procédure, ça pour pouvoir lire article par terre. Lui qui est avocat, il sait très bien que la procédure est possible. Je voulais tout simplement vous donner une certaine assurance. Oui, au Cameroun, lorsque une autorité politique, administrative, une autorité judiciaire rend une décision, cette décision-là s'appuie nécessairement sur une loi. Pour cette raison-là, vous allez voir l'ensemble des actes administratifs, vu tel texte, vu tel autre texte, vu tel autre texte. Là maintenant, écoutez, un état de droit ne voudrait pas également dire que chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Quand on dit par exemple qu'il y a une manifestation qui est interdite, elle est interdite. Et quand nous défendons la République, c'est également le respect des lois qui fait que nous pouvons être amenés à dire que nous défendons la République. Ce n'est pas en transgressant. Et quand vous avez transgressé et que vous vous êtes fait prendre là-dessus, les interdictions de manifestation, il y en a dans tous les cieux, y compris dans les pays occidentaux. Et donc, on ne peut pas passer outre. Monsieur Noufélé, vous n'allez pas me dire que vous avez affiché un bonheur extrême de voir que nos ambassades ont été saccagées. Quand on dit qu'il y aura trouble à l'ordre public, c'est ce genre de conséquences qu'on veut éviter. Alors après vous, Edmond Kamgassur, ces dérives qui sont évoquées dans la presse, le quotidien, le jour et le messager, s'appuyant sur un certain nombre d'arrestations de plusieurs personnalités politiques, leurs militants, mais également de l'entretien de la peur au sein de l'opinion publique selon ces journaux. Est-ce que vous avez la même analyse sur le climat sociopolitique actuellement au Cameroun? Nous avons la même analyse que les quotidiens, le jour, le messager, sur les faits qui sont déroulés ces dernières semaines au Cameroun, concernant notamment les arrestations des leaders, des cadres et militants du MRC depuis le 26 janvier 2019 jusqu'au 28 janvier et même après. Il y a eu d'autres personnes qui ont été arrêtées. Et ce qui est bizarre, la plupart du temps, ils ont été arrêtés sans mandat ni titre. Des gens ont été interpellés le 26 janvier, soi-disant parce que c'était un trouble à l'ordre public. Mais on a vu systématiquement des militants du MRC marcher à travers la République, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam-Matchan, à Banjoun, à Bafan et un peu partout, qui ne portaient rien, aucune arme, ni blanche, ni à feu. Par contre, ce sont les forces de l'ordre qui portaient des armes à feu. Non seulement portaient des armes à feu, mais ont tiré avec des balles réelles sur ces militants. Et on a vu les images des tirs à balles. On a même vu des blessés. Célestin Diamène a reçu une balle réelle. Michel Doki a reçu une balle réelle. Ils ont même été internés à l'hôpital général de Douala. Ce sont des faits. Ce n'est pas des fake news, ce sont des faits. Comme si ça ne suffisait pas, il y en a d'autres qui ont été arrêtés le 28 janvier, parmi lesquels Maurice Kamto, au domicile de M. Nzonga, avec lui-même, et toutes les personnes qui se trouvaient au domicile de M. Nzonga à Douala, y compris le cuisinier, les membres de la famille, y compris 2 journalistes qui, fort heureusement, ont été libérés très récemment. Mais des policiers arrivent chez un monsieur, soi-disant avec un mandat de perquisition, qui se transforme en autre chose que mandat de perquisition. C'est-à-dire, sans mandat d'amener, on amène de nombreuses personnes. On les fait partie de Douala à Yaoundé, sans aucun document légal. C'est une des informations, ça. Hein? Vous, monsieur Mott, vous permettez que... Allez-y, je suis en train de démontrer minutieusement que la plupart des personnes ont été arrêtées sans mandat ni titre. Et les personnes, quand un document a été signé, très souvent, ça n'a pas été par la personne compétente pour le faire. M. Tsapi a cité le cas du préfet du Fundi qui a signé un document de garde administratif concernant des personnes qui ont été arrêtées ailleurs que dans son territoire de commandement. Ça, c'est totalement illégal. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui ne marchaient pas, qui n'étaient même pas dans un domicile, comme le cas de Maurice Kamto que j'ai cité, mais qui étaient dans un restaurant. Je cite M. Angelbert Lebon et d'autres personnes qui ont été arrêtées avec lui dans un café.
qui dévisaient tout simplement, ils ont été enlevés, sans mandat ni titre. Est-ce que l'arrestation suffit? Il y a le directeur de campagne de Maurice Kamto, Paul Riking, il était enlevé dans son véhicule alors qu'il circulait en toute liberté. Edmond Kambia, vous parlez d'un état de droit, monsieur Mott. Est-ce que ces arrestations ce n'est pas un état de droit. Parce que ça, ce sont les pratiques de la Gestapo. Je veux parler plus loin que ça. Est-ce que ces arrestations parler comme ça de son pays, est-ce que ces arrestations quand même suffisent assez, à conclure sur le fait qu'il y a un régime qui a des tendances dictatoriales? Le gouvernement estime qu'il y a nécessité de préserver l'ordre public, qu'il y a des personnes qui ont lancé des appels à l'insurrection et qu'il était de son bon droit de les interpeller et de les traduire devant la justice. En ce qui concerne les personnes qui ont été arrêtées le 26 janvier, je n'ai lu nulle part, dans aucune banderole, ni dans leur discours, un appel à l'insurrection. J'ai lu autre chose. Je n'ai pas vu le mot insurrection, nulle part. Sauf si le mot insurrection est une création nouvelle pour la rattacher à la loi qui condamne les actes terroristes au Cameroun. Mais vous êtes ça, c'est deux, monsieur Noufeli. Non, parce que ce sont les faits. Je suis journaliste et je dois dire les faits. Parce que je n'ai vu aucun militant du MRC avec un document ou avec une banderole sur laquelle il y avait appel à l'insurrection. Nulle part. Parce que personne ne le dit. Et je dois vous le dire, vous me perturbez, monsieur Mott. Chaque fois que vous parlez, je ne prends pas la parole. Edmond, si c'est une technique comme tout à l'heure, allez-y, Edmond. Je pourrais vous laisser la parole. Allez-y. Et ça, c'est la preuve que vous n'aimez pas la démocratie. Quand quelqu'un s'exprime, laissez la personne s'exprimer. Allez-y. C'est la moindre des choses, monsieur Mott. Parce que Paul Biya dit que ce pays, c'est un état de droit. C'est la démocratisation qui avance. Mais je peux, aujourd'hui, avec les faits que je viens de décrire, démontrer que nous sommes retournés 28 ans en arrière. Quand je dis 28 ans en arrière, c'est par rapport aux lois de 1990. Les lois sur la liberté de réunion, les lois sur la liberté de manifestation publique, les lois sur la liberté de communication sociale, les lois sur le maintien de l'ordre public. Parce qu'à aucun moment, il n'est permis dans la législation camerounaise que lors d'une manifestation, les policiers s'y rendent avec des armes à feu. C'est interdit par la loi. Et je parle de la loi du Cameroun. Je ne parle pas de la loi d'un autre pays. Alors, justement, après vous, professeur Pierre Alaka, comment appréciez-vous le climat sociopolitique actuel au Cameroun avec ces multiples arrestations, ces dénonciations des détentions abusives selon l'opposition et le gouvernement qui se justifie estimant qu'il faut préserver l'ordre public et qu'il faut traduire en justice ceux qui appellent à l'insurrection, ceux qui sont hostiles contre l'État et la patrie? Cédric Noufeli, tous les États du monde fonctionnent avec deux types de normes. La norme écrite et la norme non écrite. La norme non écrite, c'est la norme coutumière. Et lorsqu'elle s'installe, elle doit être en proportion 30-70. Dans les États développés, où les contre-pouvoirs existent, la norme coutumière est presque contrôlée. Ça voudrait dire que il y a ce que dit la loi et il y a ce que des individus, personnes physiques, prennent par rapport à leur perception quant à la conservation de leur pouvoir, quant à la stabilité politique, quant au climat social, quant à toutes ces questions-là. Sinon, comment pouvez-vous m'expliquer que lorsque les contre-pouvoirs n'existent pas, comment pouvez-vous m'expliquer qu'un ministre dise en public que cette personne-là va se retrouver dans une surface de si je savais, entre guillemets. Alors, et ça se produit. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a normalement la norme non coutumière, c'est ça qui est exercé là, la norme non coutumière. Mais cette norme non coutumière prend de l'ampleur, prend le dessus sur la norme écrite. Sur la norme écrite, parce que justement les contre-pouvoirs n'existent pas. Et est-ce qu'en se retrouvant dans cette situation, on peut dire que c'est de la dictature? C'est ça la question. Moi, je ne dirais pas que c'est de la dictature au sens dictatorial du terme. Je dirais que c'est de la peur. La peur, je ne sais pas trop de quoi. Mais qui a peur, professeur Pierre Alaka, dans ce climat? Qui a peur, selon vous? Celui qui exerce la norme coutumière incontrôlée. C'est lui qui a peur. Parce que la norme coutumière intervient dans tous les États à 30%. Et regardez tous les pays du monde.
lorsque les contre-pouvoirs ne sont pas forts, mais le président de la République et son gouvernement marchent dessus. Tous les pays, même aux États-Unis. Mais c'est lorsque les contre-pouvoirs existent que la tendance à aller vers la norme non écrite s'évanouit, se ralentit. Maintenant, vous me demandez qui a peur, c'est celui qui prend la norme non coutumière au-dessus de la norme écrite. Alors, celui qui a peur. Dans ce climat sociopolitique observé au Cameroun, le magazine Jeune Afrique a présenté la première dame du Cameroun comme la présidente de la République, un titre pour illustrer son influence grandissante dans les cercles de décision, à tel point qu'en croire Jeune Afrique, ses proches sont désormais promus et ceux qui osent lui tenir tête subissent, en croire ce journal, les foudres de l'épouse du chef de l'État. Maître Lavoisier Sapi, depuis Bafoussam, est-ce que vous avez ce même regard sur la première dame du Cameroun, présidente de la République, un terme utilisé pour illustrer son influence grandissante dans les cercles de pouvoir au sommet de l'État, à tel point qu'elle influencerait les décisions du chef de l'État? Je crois que la première dame du Cameroun, elle a commencé par des œuvres humanitaires. Et vous savez que les femmes, les épouses des chefs d'État jouent toujours un rôle non officiel, un rôle caché dans la gestion des affaires de l'État. Ça, c'est pas propre au Cameroun, c'est pas seulement propre au Cameroun, c'est propre dans beaucoup d'autres États. Mais je pense que dans notre pays, la presse a bien fait de le relever que la première dame, elle est à l'origine de la nomination d'un certain nombre de personnalités qui viennent de l'ère géographique de sa défunte mère. Et à travers ces gens-là, elle a la main mise sur un certain nombre de dossiers qui concernent la gestion de l'État. Est-ce que ça suffit? Bon. Est-ce que le lien, l'origine géographique, la même ère géographique, avec certaines personnalités qui sont au gouvernement, est-ce que cela suffit à démontrer l'influence de la première dame dans le choix porté vers ces personnes? Oui, je pense que ça suffit, enfin ça se justifie parce que lorsque nous regardons aussi l'âge du chef de l'État, il est fatigué. Moi je pense qu'il y a plein de choses qu'il ne contrôle pas. Il y a des nominations, il y a des nominations qui surprennent et même des décisions qui au sommet de l'État surprennent. Par exemple, on a fait état de ce que la société qui assure le gardiennage au port de Douala, elle vient de changer de main. On a confié cette société à des Italiens et apparemment le prix serait multiplié par plus de 100. Les recettes que ces Italiens vont avoir. Est-ce que le chef de l'État est au courant de cette affaire qui est pilotée depuis la présidence de la République? Donc il y a des choses comme ça que, quand il y a des décisions qui sont prises, on se demande est-ce que le chef de l'État est au courant? Alors, s'il n'est pas au courant, ça veut dire qu'il y a des gens qui manipulent dans l'ombre. Et je pense que la première dame, elle joue un rôle prépondérant dans la gestion de l'affaire de l'État. Il y a des ministres qui doivent leur promotion à la première dame, et ça ne se cache pas, ils le disent. Elle a un réseau. Il y a des concours, il y a des concours où on vous dit, il y a la liste qui vient de la présidence, il y a les listes de la première dame, etc., à la police, à la gendarmerie et tout ça. Il y a des listes de la première dame, elle influence dans les concours administratifs, etc. Donc elle exerce effectivement un pouvoir de gestion au Cameroun. Après vous, Edmond Kamdia, sur l'influence de la première dame du Cameroun, épouse du chef de l'État, est-ce qu'on doit lui attribuer des ambitions présidentielles si l'on se fie à la une de ce journal Jeune Afrique et au regard de l'influence qui est expliquée dans ce journal dans les cercles de pouvoir au sommet de l'État? Des ambitions présidentielles, je ne sais pas. En tout cas, elle ne les a pas encore exprimées de manière formelle. Mais si je m'en tiens à la lecture de cet article de Jeune Afrique et du dernier mouvement, du dernier réaménagement au Cameroun, au niveau du gouvernement, j'ai le sentiment que la première dame du Cameroun joue un rôle prépondérant dans les activités qui se déroulent au niveau de la présidence et même en dehors de la présidence.
Ceci parce que, visiblement, et l'un des arguments avancés par M. Tsapi va dans ce sens. Son époux a un certain âge. Et à cet âge-là, il devient difficile, n'est-ce pas, de manœuvrer de manière totale sans le soutien de votre épouse. Et dans tous les pays du monde, la première dame joue un rôle essentiel. Un rôle essentiel, notamment au niveau des activités humanitaires. On le voit, elle est déjà dans l'humanitaire. Ce n'est pas nouveau. Ça se fait comme dans la plupart des pays du monde où on voit des femmes s'engager. Mais elle peut également s'engager en politique. Ce n'est pas exclu. On a vu aux États-Unis Mme Hillary Clinton, qui a d'abord été première dame. Ensuite, elle est devenue sénatrice. Enfin, elle a été candidate à l'élection présidentielle. Malgré le fait qu'elle ait gagné le vote populaire, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui a remporté les élections. Il n'est pas exclu. Depuis le colloque sur le chantalisme-biaïsme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, où certains intellectuels, dont je ne vais pas citer les noms ici, ont cru devoir positionner la première dame de manière à ce qu'elle puisse être de plus en plus active sur le plan politique. Et visiblement, elle a commencé à être active, mais elle ne s'est pas encore exprimée sur ses ambitions présidentielles. Alors, la première dame du Cameroun qui a réagi sur son compte officiel Twitter, qui dénonce la calomnie, le mensonge, une tentative de déstabilisation. Elle appelle ses soutiens dans l'humanitaire, ceux qui sont engagés comme elle en faveur des deux œuvrés, à ne pas se laisser distraire et à continuer à la soutenir dans ses engagements et dans ses actions humanitaires. Est-ce que c'est une volonté pour la première dame de montrer qu'elle ne mène que des actions humanitaires, que c'est son seul credo pour le moment aux côtés du président de la République? Après tout, Jeune Afrique a également le droit de s'inscrire dans la désinformation, comme le fait le messager assez brillamment le jour, et sur lequel on n'a pas voulu qu'il réagisse aujourd'hui. On ne peut pas, la nouvelle expression, pourquoi pas, puisqu'il me le sujet. Tout à l'heure, il est revenu longuement, je pense que ça c'est l'information, on s'en tient au communiqué officiel de la première dame. Tout à l'heure, il a mis sur la table quelque chose qui m'a fait réagir sur l'absence de mandat pour pouvoir arrêter un certain nombre de personnes. Je voudrais tout simplement dire, mais là également, c'est parce que nous sommes sous le sceau de la désinformation, c'est pas qu'il fait un rétropédalage, une reculade. Nous sommes là en plein dans la désinformation, parce que le communiqué de Dupont de Moretti que j'ai lu cette semaine précise bien que les gens qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés parce qu'il y a un mandat qui a été signé par le procureur du tribunal de Ndokoti. Nous sommes bien dans la désinformation. Et pourquoi est-ce que, quand vous parlez également tout à l'heure, vous allez parler d'un état dictatorial de la République, pourquoi est-ce que c'est Dupont de Moretti qu'on va chercher pour venir défendre les dirigeants de MRC? C'est parce qu'également, c'est un avocat dont le principe premier est celui de faire la défense de rupture. La défense de rupture qui fait qu'on fait le procès de l'institution au lieu de placer à son propre procès. Deuxième chose également, c'est un disciple de Jacques Vergès. Jacques Vergès qui avait théorisé le fait que lui défend les gens qui sont en rupture par rapport à la norme de la société. Il peut faire la désinformation. Et dans ce cadre-là également, quand on dit qu'on défend les gens qui sont en rupture par rapport à la norme de la société, ça veut dire que de manière implicite, on reconnaît qu'il y a une certaine norme. Et quand dans la norme elle est républicaine. En ce qui concerne la désinformation, vraiment, on s'en tient au communiqué de la première dame. Il peut arriver effectivement. Mais elle a également un droit de suggestion. Pourquoi on peut le lui en privé? Hein? Il est quand même le pouvoir du président de la République, elle peut suggérer. Et dans le cas de cette suggestion-là, je pense que on ne va pas rentrer dans ce genre de choses. La République, elle fonctionne parfaitement en attendant l'alternance comme Alors, un dernier mot, Martin, on va sur cette enquête concernant la première dame dans l'architecture institutionnelle du Cameroun. Il y a quand même une clameur. Au-delà de son engagement dans l'humanitaire, il y a de nombreuses questions qui émergent sur son influence dans les cercles de décision politique concernant le Cameroun. Voyez-vous, bon, à mon avis, la situation socio-économique du Cameroun aujourd'hui permet justement d'aller vers ce genre de conclusion. Mais au plan institutionnel, la première dame n'a pas une influence telle que cela se fait remarquer. Moi, je pense que, tout à l'heure on parlait de justice, en fait, la seule chose que l'on doit rechercher dans un pays, surtout le nôtre, c'est la même justice pour tout le monde. À chaque fois que la justice ne passe pas et que les populations pensent qu'il y a deux justices, on arrive à ce type de travers. Au jour d'aujourd'hui, la première dame
c'est de son plein droit, comme partout ailleurs, d'avoir certainement son influence auprès de ses propositions. Mais aller jusqu'à dire que c'est tel, c'est une façon de dire que le président n'est plus là. Ou qu'il a donc, je pense que Jeune Afrique fait son job, il a toujours fait ainsi, qu'on ne nous distrait pas. Le Cameroun a bien des choses à faire aujourd'hui. Je pense que tous les jours, les gens souffrent, les gens ont des difficultés. Vraiment pour moi, excusez-moi, c'est le type de sujet vraiment qui est là pour nous divertir. Le Cameroun a tellement de choses à faire que vous irez en France, vous irez aux États-Unis, vous êtes dans tous les pays au monde, vous allez toujours voir qu'il y a des gens, de par leur proximité, même vous-même Cédric, si vous avez aujourd'hui des enfants qui veulent faire de la banque, et si vous pensez qu'ils sont bien, vous allez me passer leur CV. Et s'ils sont bons, c'est comme disait M. Mouf, vraiment il faut être juste honnête. Si vous pensez que la personne par rapport à vos principes, hein, maintenant si vous voulez par rapport à un système, vous allez le prendre le petit, même s'il n'est pas bon. Maintenant si vous voulez faire intervenir votre personnalité, votre indépendance, vous allez dire, monsieur Noufélé, vous m'avez donné 2 CV, je peux en prendre un, mais le deuxième, je ne prends pas. En fait, c'est vers ça qu'on doit aller, et je pense que la première dame doit rester là où elle est, qu'elle continue à faire ses œuvres humanitaires, et puis que ceux qui sont en charge de répondre des nominations, qu'on s'attaque à eux. Je pense que la première dame n'a aucun pouvoir de nomination, et que l'on s'attaque à ceux qui sont en charge de nommer. La première dame du Cameroun, Chantal Biya, épouse du président de la République, qui dément ces allégations d'influence dans le cercle de décision politique, qui dénonce le mensonge, la calomnie, et qui invite ses soutiens à rester engagés auprès d'elle dans ses actions humanitaires. Professeur Alaka, elle a clos le débat, vous pensez qu'elle a répondu, elle a su se défendre et préserver son image de première dame engagée dans l'humanitaire uniquement? Moi, j'ai un sentiment complètement différent. Personne ne peut empêcher à une première dame de jouer le rôle qui est le sien à côté de son mari. Ça participe de ce que j'ai appelé la norme non écrite. Et c'est connu dans tous les pays du monde que les premières dames, c'est les premières personnes qui chuchotent à l'oreille de monsieur. Ça, c'est connu, on ne peut pas enlever ça. C'est des normes non écrites. Maintenant que Jeune Afrique en parle aujourd'hui, il faut s'interroger pourquoi Jeune Afrique en parle. C'est ça la théorie du complot, pas le complot ordinaire dont on parle. La théorie du complot parce que ces gens se disent que nos chefs d'État ont des premières dames, ce sont des hommes normaux. Chez eux, regardez-les. En France, vous avez des présidents qui ont des premières dames ou qui n'en ont pas. En Europe, partout, vous allez voir des premiers ministres qui n'ont pas, qui ont des premiers hommes. Et quand il ne peut pas avoir 2 premiers hommes, donc ça peut être le complot qui a commencé avec Jeune Afrique pour commencer à amener nos peut-être futurs chefs d'État à dire qu'on peut être président de la République et être célibataire. Merci. C'est avec cette note d'humour que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous, Samuel Motte, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, professeur Pierre Alaka. Merci également à Edmond Kandia, maître Lavoisier Sapi. Merci d'être venu ce dimanche. Martin Ambazine, merci d'avoir accepté cette invitation. Mesdames, messieurs, c'est la fin de droit de réponse. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de rester sur Equinox Télévision.